Tout d'abord, l'accès au premier emploi prend, la plupart du temps, moins de 6 mois. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à souligner. D'autre part, comment les étudiants trouvent-ils un emploi? C'est par le biais, la plupart du temps, de candidatures spontanées. Construisez votre réseau. Et puis, autre chose, c'est le dépôt de CV sur Internet. On sait que, par exemple, il y a des sites comme LinkedIn, d'autres sites comme ceci. Beaucoup d'étudiants trouvent des emplois par ce biais. La majorité des étudiants qui ont suivi le Master 2 restent, 2 tiers restent en Rhône-Alpes et seulement 1 tiers part à l'étranger. Quelque chose pour finir important, au bout de 4 ans, le salaire médian pour un professeur de français langue étrangère ou français langue seconde était de 1 300 €. Salaire médian. Au bout de 4 ans ou 5 ans, c'est pas si mal à mon avis. Ce qui distingue le public du privé, c'est du côté du privé une beaucoup plus grande flexibilité et une moindre garantie. Et inversement, le public vous donne plus de garanties, entre autres cette grosse garantie qu'est le fonctionnariat et l'emploi à vie, mais du coup obéit à des règles d'intégration qui sont plus exigeantes. Donc, si vous pouvez, si je reviens à mes questions, si vous pouvez aller assurer des cours à l'ILCF en sortant avec votre master, et c'est simplement parce qu'il s'agit d'une entreprise privée, et si vous ne pouvez pas le faire au CEF, c'est parce qu'il s'agit d'une entreprise publique, l'université Lyon 2. Voilà. Donc, la première chose, c'est bien cette distinction public-privé. Quelle catégorie d'enseignants trouve-t-on au CEF ou dans ces centres de FLE? Les enseignants-chercheurs universitaires, qui sont très peu nombreux. Au CEF, il y a un enseignant, une enseignante-chercheuse universitaire. Les enseignants-chercheurs universitaires donc, sont recrutés sur la base de... Il faut être titulaire d'un doctorat pour pouvoir candidater à un poste d'enseignant-chercheur. Les enseignants-chercheurs universitaires, qui sont très peu nombreux. Au CEF, il y a un enseignant, une enseignante-chercheuse universitaire. Les enseignants-chercheurs universitaires donc, sont recrutés sur la base de... Il faut être titulaire d'un doctorat pour pouvoir candidater à un poste d'enseignant-chercheur. La deuxième catégorie d'enseignants, ce sont les enseignants détachés de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire des titulaires, des capétiens, des agrégés, qui enseignent en collège ou en lycée, qui ont passé des diplômes, un master FLE ou plus anciennement un DESS de FLE, et qui posent leur candidature, quand un poste est publié au concours, qui posent leur candidature pour quitter leur collège-lycée et être détachés au CEF. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est des enseignants qui assurent des vacations, c'est-à-dire qui ne sont pas rattachés à titre permanent au CEF. Maintenant, pour faire des vacations, il faut un emploi principal. Il faut pouvoir justifier d'un emploi principal de 900 heures annuelles pour pouvoir aller proposer ses services au CEF et faire des enseignements. Cet emploi principal, il peut être de n'importe quelle nature. Il n'y a aucune exigence. Vous pouvez être moniteur de ski, entraîneur de natation, à mi-temps, et si vous êtes diplômé de FLE, allez proposer vos services au CEF. Fidèle à cette idée de ne pas laisser s'enfoncer les gens dans la vacation, le nombre d'heures est limité. Avec un emploi principal, vous ne devez pas dépasser quelque chose qui est de l'ordre de 190 heures de vacations à l'année. Tant que vous êtes étudiant, vous pouvez faire quelques vacations sans emploi principal. Vous avez la possibilité d'exercer 96 heures de vacations dans un établissement comme le CEF. Mais c'est limité, c'est réservé aux étudiants de 3e cycle. Étudiants de 3e cycle, ça veut dire doctorat. Il y a pourtant des étudiants de Master 2 ici ou les années précédentes qui ont fait et qui ont assuré des heures d'enseignement au CEF. La présidence de l'université peut accorder des dérogations pour les étudiants de Master 2.
J'ai trouvé mon travail assez rapidement. Donc sur 3 entretiens d'embauche que j'ai passés, j'ai 100% de réussite. Je mettais aussi en avant, en parlant de mes qualités, que le fait d'avoir fait des études, de vivre et de travailler dans un pays étranger, ça voulait dire que j'avais j'avais pas peur de défis et que j'étais courageuse, ambitieuse. Je disais aussi que en tant que quelqu'un qui a appris le français langue étrangère, je connaissais les difficultés que les autres pouvaient rencontrer et du coup, je pouvais plus facilement aider mon groupe en choisissant des activités adaptées. La dernière chose, mais c'est une fois le travail trouvé, je dis souvent à mon groupe, vous voyez, c'est possible. Moi, j'ai réussi à apprendre le français, pourquoi pas vous? Donc pour moi, la chose principale, c'est de cibler ces stages. D'abord, il faut réfléchir où vous pourriez travailler après vos études. Et du coup, réfléchir aussi à ce que votre employeur peut attendre de vous comme expérience. Et du coup, essayez de cibler vos stages par rapport à ça. Moi, ça m'a aidé. Je me suis focalisée sur le public alpha et c'était un excellent choix. Je pense que c'était ce qui me différenciait des autres. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut y croire, tout simplement. Moi, j'ai pas du tout ciblé mes stages. J'en ai juste fait plein pour savoir ce que j'avais envie de faire. C'est une autre stratégie, puisque je connaissais pas la pratique du FLE, puisque j'avais repris mes études par correspondance. Donc, j'avais pas d'expérience pratique. Donc, j'ai fait des stages dans différentes structures, auprès de migrants, auprès de publics universitaires, donc au CIEF, à l'ILCF, dont parlait Chantal Parpet, à Forum Réfugiés. Et une fois que j'ai fait mes stages, on m'a proposé tout de suite du travail à l'Université catholique. En parallèle, j'étais vacataire au CIEF aussi. Sur du bénévolat à Forum Réfugiés, j'ai continué cet engagement sur un statut bénévole. Et puis après, j'ai eu un statut salarié à Forum Réfugiés sur un projet qui mêle pratique théâtrale et enseignement du français avec une comédienne. Et donc, au bout de 3 ans de parcours, je suis partie en Colombie pour enseigner le français dans une alliance française. Du coup, voilà, c'était une occasion de faire des choses à l'étranger qu'on n'a pas forcément l'opportunité de faire en France quand on est jeune diplômé, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de responsabilités pédagogiques, d'être sur une coordination d'enseignants, de faire des formations de formateurs, chose qu'on fait peut-être pas tout de suite quand on est en France. Et à côté de ça, voilà, je faisais pas mal de création de matériel pédagogique pour l'Alliance. Du coup, les Français étaient pas mal utilisés pour la formation des formateurs colombiens aussi. Donc j'avais fait une formation sur la phonétique pour certains profs qui avaient des défauts de phonétique, mais aussi comment enseigner la phonétique. Donc ça permet de se frotter à des problématiques qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de traiter en France. Et c'est vrai que les alliances françaises qui avant étaient très franco-françaises, donc soit des professeurs nationaux, ça veut dire là où l'alliance française est installée, soit des Français. Avant, il y avait vraiment, c'était le type d'enseignants d'une alliance française. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Au Portugal, il y a des Espagnols, il y a des Belges, il y a des Canadiens, enfin, il y a déjà des francophones d'autres origines et puis énormément d'étrangers qui ont eu aussi des parcours comme le mien, des expériences en France, qui ont vécu la migration, qui ont décidé de repartir. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Je trouve que c'est intéressant. Il faut encourager, la diversité aussi du corps enseignant des alliances françaises.